Fortune de mer au large de Belle-Île, une vedette touristique victime d'une sérieuse voie d'eau. 226 passagers évacués, mais pas de blessés. Les obsèques du boulanger assassiné samedi dans un village de la Loire. Tous les commerces du village sont restés fermés ce matin en hommage au jeune homme. Un guide sur les dangers du Mont Blanc vient de sortir. Les sauveteurs dénoncent encore et toujours l'inconscience d'alpinistes inexpérimentés. 2 morts ces dernières 24 heures. Des unes très nettement au-dessous de la ceinture, le sexe qui fait vendre des magazines l'été, sujet de réflexion en plein débat sur la pornographie à la télé. Et puis le jazz à Marciac, en plein cœur du Gers, du jazz et du blues avec Buddy Guy. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Mais tout de suite, l'actualité à chaud avec une médaille d'or. C'était il y a quelques instants sur 1500 mètres pour le Français Mehdi Bala à Munich. Florent Gautreau. Les larmes de Mehdi Bala, des larmes de joie et de soulagement. Car Bala est bien champion d'Europe du 1500 mètres, ex-aequo avec l'Espagnol Reyes Esteves. Incroyable dénouement pour une course d'anthologie, une course exceptionnelle où le Français et l'Espagnol se sont livrés à un duel magnifique. Esteves est en tête dans la dernière ligne droite, mais Bala est là, le buste droit, les idées claires et une volonté de faire. Bala et Esteves sur la même ligne, ou presque, pour une arrivée ensemble. Inséparables sur la piste et sur la photo finish. Les deux hommes vont se partager la médaille d'or. Impossible de les départager autrement. À 24 ans, le Strasbourgeois est enfin récompensé. Après une 4e place qu'il avait obtenue à Sydney, une médaille d'or fabuleuse pour le Français. Comme tous les matins de l'été, la vedette de la compagnie vendéenne assurait la liaison entre la Turballe en Loire-Atlantique et Belle-Île dans le Morbihan. Mais à mi-parcours, au large de l'île de Wedic, les 226 passagers ont entendu très nettement un choc contre la coque. Et puis le bateau a pris l'eau, il a fallu évacuer. Il n'y a aucun blessé à déplorer. Sur place, Jacques Deveau et Michel Hiver. L'Atlante fait route depuis 1 heure vers Belle-Île lorsqu'un choc violent secoue la vedette. Rapidement, une importante voie d'eau se déclare que l'équipage tente en vain de maîtriser. Il y a eu un choc dans le bateau, on a été un peu poussé à l'avant, puis d'un coup la sirène a sonné du bateau. On a vu un monsieur qui était chercher une pompe, puis un grand tuyau à l'avant pour pomper. Puis on nous a tous dit d'aller à l'avant du bateau, ils nous ont distribué les gilets. Devant l'ampleur des dégâts, le patron de la vedette décide l'évacuation des 226 passagers. Les canots de sauvetage sont mis à la mer. Heureusement, les bateaux sont nombreux dans le secteur. Rapidement, plaisanciers et marins-pêcheurs se portent au secours de l'Atlante. Je suis arrivé, je me suis mis à coupe. Le premier bateau, c'était vers l'Aventure, un bateau qui fait la plaisance. Et on s'est mis de chaque côté, quoi. Puis bon, les gens ont passé de bateau en bateau et sans problème. Tous les bateaux de pêche sont arrivés en moins de 10 minutes autour du bateau, donc on a pu évacuer sans... Relativement vite, quoi. Oui, relativement, oui. En 10 minutes, enfin, à partir du choc, au moment de l'évacuation, il y a eu 10 minutes. L'évacuation se passe dans le calme. Dans un premier temps, les passagers sont regroupés sur l'île de Watt, puis ils regagnent Quiberon où est installé un poste de secours. Aucune victime n'est à déplorer. Les passagers en ont été quittes pour une grosse frayeur. Surtout pour les petits, les enfants, même ceux qui n'étaient pas habitués à aller sur un bateau, la cassure. Et on n'a pas envie aujourd'hui de remonter sur un bateau tout de suite. Pour l'heure, on ne connaît pas l'origine de l'accident. La vedette qui a été remorquée à la Turballe a peut-être touché un haut fond ou heurté une épave à moitié immergée. Un accident d'autant plus troublant que l'Atlante passe dans le secteur tous les jours durant l'été. Alors au direct de la Turballe précisément, on retrouve Gérard Douguet. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la compagnie vendéenne, propriétaire de ce bateau. Vous venez de l'inspecter. Quelles sont les premières constatations que vous avez pu faire ? Les premières constatations, c'est un arrachement d'une partie de la quille sur la partie arrière du bateau et une belle balafre sur le côté bâbord d'environ 4 mètres. Alors concrètement, quelles sont vos hypothèses ? Là, c'est indéniable. Le bateau a touché du dur. Vu les algues qui se trouvent dans les turbines des jets,
Le bateau a touché un haut fond, c'est incontestable. Alors j'imagine que la zone est cartographiée depuis longtemps, c'est donc une erreur humaine? Alors c'est un chenal que pratiquent tous les marins pêcheurs et tous les bateaux à passagers de la région. Hein. C'est le passage des Sœurs qui est très connu, mais qui est toutefois assez mal balisé. Hein. Donc je pense que c'est l'enquête nautique qui nous dira s'il y a eu erreur humaine ou s'il y a un mauvais balisage ou autre. Hein. Le capitaine était quelqu'un d'expérimenté, d'aguerri? Le capitaine, je le connais depuis des années, puisque je l'emploie depuis qu'il est tout jeune. Il a commencé comme matelot, mécanicien, et là il avait passé, il était patron de vedette déjà depuis un moment, et là il avait passé un niveau au-dessus encore pour prendre ce bateau. C'est un gars qui ne nous a jamais causé de problème, c'est quelqu'un de sérieux. Merci pour ces précisions en direct de la Turballe. Gérard Douguet, vous étiez dans notre journal. Merci beaucoup. Accident de la route la nuit dernière sur l'autoroute A9. Un autobus yougoslave transportant 35 adolescents serbes s'est renversé à hauteur de Perpignan. 7 personnes ont été blessées, dont une plus sérieusement. Émotion dans la Loire pour les obsèques de ce boulanger de 22 ans tué samedi lors d'un braquage dans sa boutique à Saint-Just-Saint-Rambert. Le meurtrier, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Virginie Fichet et Thierry Simonet. Ils sont venus nombreux accompagner le jeune boulanger jusqu'à sa dernière demeure. Des obsèques que la famille souhaitait intimes, une intimité élargie aux anonymes venus témoigner leur sympathie. Quel sentiment? La tristesse. La tristesse qu'on puisse vivre dans un monde pareil. À leur manière, les commerçants ont rendu un autre hommage à leurs voisins récemment installés. Pendant 2 heures, ils ont suspendu toute activité. Pour beaucoup, c'était la moindre des choses. Seulement respect, la moindre politesse pour la famille. Puis même, non, on baisse. Le sentiment qui prévaut? On a quoi, ça fait trop mal. Trop mal. Devant la boulangerie de Sylvain et Virginie, des marques de compassion, toujours. 5 jours après le drame, même la solidarité commerçante n'atténue pas le choc. La question de se poser si on fermait, nous commerçants, elle ne s'est jamais posée. Mais la question de savoir pourquoi il est mort, oui, on se la pose. À 22 ans, il a interdit de mourir comme ça. C'est interdit. C'est pour ça qu'on est triste, solidaire et en colère. On se sent vraiment concerné parce que n'importe qui peut rentrer dans votre commerce avec une arme et puis vous mettre une balle dans la tête et puis c'est terminé. Ce matin, le portrait robot de la meurtrière présumée a été publié. Seul élément nouveau pour tenter d'élucider un meurtre pour quelques euros. Toujours pas de nouvelles en Grande-Bretagne des 2 fillettes disparues dimanche près de Cambridge. La piste de l'enlèvement criminel est désormais privilégiée par la police. Des images vidéo des 2 enfants traversant un parking ont été diffusées. La police espère recueillir le témoignage de 4 adultes apparaissant sur les images quelques minutes après. Quant à la presse britannique, elle a offert 1 million de livres pour retrouver les fillettes. L'insaisissable Raimondas Rumšas n'est plus en Italie, mais en Lettonie. Les autorités sportives de son pays, la Lituanie, lui ont fait passer un contrôle antidopage en choisissant volontairement un pays neutre. On n'a pas encore les résultats. Rumšas qui est attendu à nouveau en Italie dans les heures qui viennent. Et à propos du Tour de France, nous avons pu nous procurer un document qui jette une ombre sur l'action des douanes françaises pendant l'épreuve. À propos du dopage, la direction des douanes a demandé à ses agents de ne surtout pas faire trop de zèle pendant la grande boucle. Reportage Yann Fronti et Philippe Louzzi. Cette note, tous les douaniers de France l'ont reçue. En en-tête, la mention très signalée. Traduire message important. Cette note concerne spécifiquement le Tour de France 2002. La direction donne un ordre clair à ses troupes. Je vous précise que la recherche de produits dopants à l'occasion de cet événement ne s'inscrit pas comme une action prioritaire de contrôle. Pour certains douaniers, le message est clair, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Elle nous dit qu'à notre initiative personnelle, en clair, si demain moi je sors de mon bureau, je vois une voiture qui a une marque Lamprey par exemple, qu'il s'agit de la voiture de Rumšas, qui m'interpelle, je ne peux pas la contrôler à mon initiative. Il faut que j'attende que ce soit le préfet, soit la Société Tour de France qui me demande de faire ce contrôle. L'affaire Rumšas, l'exemple n'est pas choisi au hasard. Officiellement, la femme du coureur lituanien a été arrêtée après la fin du Tour lors d'un contrôle des douanes inopiné. Si le contrôle avait eu lieu pendant la course, dans la caravane, qu'aurait-on découvert? À la direction des douanes, on se défend de toute arrière-pensée.
Le Tour de France est un événement majeur, donc il est normal que des instructions particulières soient données. Mais derrière, il ne faut pas voir un refus de donner une priorité à la lutte contre le dopage dans ce domaine, mais une question d'organisation. Arrivé 3e sur les Champs-Élysées, Raimondas Rumsas nie toujours s'être dopé sur le Tour. Quant à son retour en France pour éclaircir sa situation, le coureur ne veut toujours pas en entendre parler. Dans l'autre scandale sportif de l'été, celui du patinage, de nouveaux éléments embarrassants pour Marina Anissina. La transcription de ses conversations avec celui qu'on présente comme le parrain russe, Toktakounov, et le rôle d'un mystérieux homme de l'ombre, Christelle Bertrand, Karine Comazzi et Alain Lecatio. Ils sont dans l'arène, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui à Béziers, Marina Anissina et Gwendal Pesra sont priés de répondre aux accusations publiées dans un quotidien. Les réponses des patineurs sont de moins en moins prises au sérieux. Mais moi, j'ai pas, moi, j'ai pas loup. Moi non plus. Moi non plus. Je sais pas qu'est-ce qui est marqué dans l'équipe. Et c'est bien dommage de ne pas avoir lu l'équipe ce matin. Mademoiselle Anissina aurait pu y lire la transcription de ses conversations téléphoniques avec Alizan Tortakounov. Elle a l'air bien informée des négociations pour favoriser sa victoire aux Jeux Olympiques. Cet après-midi à Moscou, le comité olympique russe a mis son grain de sel dans la polémique lors d'une conférence de presse un peu glaciale. Le président a juste déclaré que cette campagne sans fin et ces attaques sans fondement étaient déclenchées par les États-Unis contre les patineurs russes. Dans cette affaire, les accusations se précisent, mais plus personne ne semble savoir sur quel pied danser. À Cherbourg, l'aide humanitaire s'organise autour des 36 réfugiés irakiens retrouvés dans un bâtiment désaffecté de la ville. Le maire PSC est fendu d'une lettre au ministre de l'Intérieur. Il ne saurait être question de déplacer vers Cherbourg les problèmes de Sangatte, écrit-il en substance. Julie Benzoni, Fabrice Dujardin. Un toit, 4 murs qui tombent en ruine et c'est tout. Voilà ce qu'ils ont trouvé en attendant. Tous sont ici pour passer en Angleterre, mais certains commencent à se faire une raison, comme ce Kurde d'origine irakienne. J'ai une famille, 3 enfants. Pour moi, il n'y a pas de sélection. Allemagne, France, Angleterre. Tout ce que je veux, c'est l'asile politique pour sauver ma famille. Une première aide est arrivée ce matin avec le Secours populaire et la mairie. Le strict minimum. Il y a des vaches qui rient, en fait, du laitage. Il y a du pain qu'on a récupéré, des croissants et des produits d'hygiène. La journée s'organise. Cet après-midi, ils ont pu quitter leur bâtiment désaffecté. Pas bien loin, juste le temps d'une douche et d'une visite médicale dans ce centre social. Surpris de l'intérêt soudain qu'on leur porte. Ils sont plutôt étonnés et aussi frustrés parce qu'ils vivent à Cherbourg ici depuis plus de 20 jours. Et les autorités apparemment étaient au courant de leur présence dans la communauté. Et personne ne faisait rien, ni les habitants, ni les autorités, aucune aide pour pouvoir les nourrir ou les loger décemment. Il y a 1 heure, une compagnie de CRS s'est postée autour du bâtiment occupé. La demande d'expulsion faite par la communauté urbaine de Cherbourg est étudiée en ce moment même par le tribunal de grande instance. Le juge devrait se prononcer dans quelques minutes. L'expulsion serait alors immédiate. Voilà, oui, confirmation, un avis d'expulsion vient d'être pris à l'encontre de ces clandestins. Une grève très suivie chez Corsair au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration qui prévoit 170 suppressions d'emplois. 90% du personnel a suivi le mouvement qui s'achève ce soir à 23 h. De nombreux retards ont été enregistrés. La France d'en haut pour Jean-Pierre Raffarin. Je veux parler des alpages où le Premier ministre a choisi de randonner pendant ses vacances. Reportage à Combloux, en Haute-Savoie. Laurent Hakim, Emmanuel Beck. Avec un peu d'imagination, il y a des signes qui ne trompent pas. Le Premier ministre est en train de devenir la star de Combloux. Chez le buraliste, on peut acheter de quoi laisser un petit mot pour Jean-Pierre. Sur le trottoir d'en face, la boulangerie est déjà au nom de son patron. 2000 habitants toute l'année et jusqu'à 12 000 en haute saison, Combloux ne comptait pas jusque-là de citoyens aussi prestigieux. Seule Megève, toute proche, pouvait se vanter d'accueillir les stars du showbiz et des émirs du golf. J'espère qu'il continuera à venir et qu'il se plaira toujours bien. Ce qu'il faut, c'est que les gens sachent se laisser tranquilles et qu'ils puissent se reposer et se ressourcer pleinement.
Sécurité visible mais discrète, Combloux n'est pas devenu un bunker. Le chalet du Premier ministre est abrité au milieu des arbres. Pour 3 000 € par mois, on peut y loger 12 personnes. Plus on aura fait les choses bien et vite, et plus on sera en vacances. Hein, ce sera ça pour tout le monde. Passage obligé par les journalistes, histoire d'être tranquille le reste de ses vacances. Jean-Pierre Raffarin fait aussi la connaissance de son propriétaire, qui l'héberge depuis 3 ans. Vous savez que mon livre sur la nouvelle gouvernance a été écrit dans votre chalet. L'été dernier, j'avais travaillé là. Je trouve que c'est un très bel endroit. Un peu de marketing au passage sur un livre disponible en librairie et la nouvelle star de Combloux quitte la France d'en bas. Au revoir, merci. Pour la France d'en haut, pour quelques heures de randonnée. Dans quelques jours, il devrait faire une escapade dans le Lot pour rencontrer son homologue britannique Tony Blair. Une dizaine de pages pour prévenir des dangers du Mont Blanc, on reste dans la région, et tenter de dissuader les inconscients qui, pendant les vacances, veulent s'offrir le plus haut sommet d'Europe. Une petite brochure distribuée à Chamonix, alors même que hier encore, 2 alpinistes ont été retrouvés morts à 4700 mètres d'altitude. Charlotte Millet, Philippe Évêque. La gare de Bellevue, au pied du Mont Blanc. C'est ici que commence l'ascension du toit de l'Europe pour bon nombre d'alpinistes. Sac à dos, crampons, piolets, ils sont faciles à reconnaître. Ils partent pour 2 jours minimum, le temps d'atteindre le sommet et de revenir. Moins d'1 sur 2 ira jusqu'en haut, souvent faute de préparation ou de bonnes conditions météo. On va monter au refuge du goûter directement. Et je pense qu'on va essayer d'aller au sommet directement dans l'après-midi parce que les prévisions sont assez pourries pour la journée. Donc on verra quoi. Est-ce que vous avez regardé quel temps il va faire aujourd'hui et demain? Oui, on a regardé, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'ils ont annoncé du mauvais temps pour demain? Je sais pas. Pourtant, en haute montagne, la météo c'est vital. Hier encore, 2 alpinistes pris dans la tempête ont été retrouvés morts sur l'arête du Mont Blanc à 4700 mètres. À cette altitude, le temps change très vite et quand le vent se lève, la température peut tomber jusqu'à -50. Alors pour éviter de tels drames, les professionnels rappellent que face à la montagne, mieux vaut rester humble. Quand vous avancez vers ces sommets, vous avez une liberté, mais vous avez une vraie responsabilité. Les sommets sont accessibles, mais vous avez la responsabilité de choisir votre compagnon de cordée, de choisir ce que vous allez emporter comme matériel, de choisir votre itinéraire et de vous y engager. Et vous avez aussi la possibilité, si ça ne va pas, de faire demi-tour. Et pour rappeler des principes simples comme celui-là et sensibiliser les novices au risque de la haute montagne, un fascicule vient de paraître. Une occasion de dire aux amateurs de défis et aux rêveurs que le Mont Blanc est dangereux, bien au-delà des apparences. En Autriche, depuis 3 jours, des pluies torrentielles s'abattent sur le pays. Plusieurs villes et villages ont été inondés. Les routes et des ponts endommagés et de nombreuses rues ont dû être fermées à la circulation avec évacuation par hélicoptère, vous le voyez. Il est d'usage dans certains pays de faire retentir le canon lors des grands événements. En Colombie, la guérilla marxiste a fait plus que de respecter la tradition. Vague d'attentats et tirs au mortier au moment même où le nouveau président était intronisé. Bilan, 17 morts à Bogota. Arnaud Miguet. La Colombie vivait un moment solennel, l'investiture de son nouveau président, quand soudain plusieurs explosions retentissent dans la capitale, Bogota. C'est une bonbonne de gaz près du palais présidentiel. Des policiers sont blessés par le tir de 3 roquettes. La guérilla avait prédit un accueil sanglant au nouveau président. Promesse tenue. Pas de répit pour Álvaro Uribe, cet avocat de 50 ans qui a lui-même échappé à plusieurs attentats. À peine a-t-il prêté serment, revêtu l'écharpe présidentielle, que la réalité se rappelle à lui. Le pays est miné par une guerre civile qui n'en finit pas. Au même moment, les déshérités de ce bidonville, situé à quelques mètres de là, sont frappés par des obus de mortier. La bombe a explosé, on ne sait pas vraiment où. Les corps sont déchiquetés. La police nous empêche d'aller les chercher. Il y a des cadavres. Certains sont décapités. Le bilan de ces attentats est lourd, 17 morts et 26 blessés. Des attentats attribués aux FARC, les marxistes révolutionnaires, qui contrôlent le trafic de drogue et pratiquent contre rançon le kidnapping. On dénombre 3000 enlèvements par an. En Colombie, les FARC dirigent une zone grande comme la Suisse. Depuis 38 ans, la guerre civile a déjà fait 200 000 morts.
Ils sont israéliens, mais depuis le début de la deuxième intifada, leur place au sein de la société israélienne s'est singulièrement fragilisée. Je veux parler des Arabes israéliens. Ils représentent 20% de la population, mais sont sous-représentés politiquement avec 10% d'élus. Et pour ce qui est de l'instruction, seuls 5% d'entre eux sont étudiants. Et un projet de loi prévoit de déchoir de leur nationalité tous ceux qui porteraient atteinte à la sécurité de l'État, une accusation qui revient souvent pour les Arabes israéliens. Un débat attisé par les dernières révélations de la police à la suite de l'attentat de dimanche qui avait fait 9 morts. À bord du bus qui a explosé se trouvaient 2 jeunes filles. Le kamikaze les a prévenues de l'attentat. Les 2 jeunes Arabes israéliennes sont descendues, mais elles n'ont pas donné l'alerte. Gérard Grisbeck. Cela faisait 2 jours qu'elles étaient aux mains de la police. Leurs familles des Arabes israéliens vivent maintenant dans l'angoisse. Yasra et Samia sont en liberté provisoire, mais elles sont accusées de complicité avec des terroristes. Tout l'après-midi, les plus proches sont venus les réconforter. Les 2 femmes étaient dans le bus juste avant l'attentat qui a fait 9 morts et 50 blessés. Yasra était assise à côté du kamikaze. À un moment donné, l'homme qui était assis à côté de moi m'a dit « Sors du bus ». Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu « Quelque chose de mauvais va arriver dans le bus ». J'étais effrayée et incapable de bouger. Mon amie est venue me voir et m'a dit « Nous devons descendre du bus ». Je pensais qu'elle se sentait mal, alors je l'ai suivie. Le kamikaze ressemblait à un touriste. Je croyais qu'il était juif. Lorsqu'il m'a parlé, c'était en hébreu. Nous sommes descendus du bus et nous avons pris un taxi collectif et après quelques minutes, Yasra m'a raconté ce que lui avait dit le kamikaze. J'étais angoissée mais nous ne l'avons pas pris au sérieux. Le taxi suit le bus pendant une vingtaine de minutes puis il le double. Peu de temps après, le bus explose. À aucun moment, elles n'ont jugé bon de prévenir la police. Yasra avait une autre amie dans le bus, à qui elle n'a rien dit. Celle-ci se trouve aujourd'hui à l'hôpital et sa sœur, qui était à ses côtés, a été tuée. Finalement, le lendemain de l'attentat, c'est le père de Yasra qui a conduit les 2 jeunes filles à la police. Le juge israélien les a inculpées. Yasra risque 2 ans de prison pour non-dénonciation de crime. C'est toute une partie d'Israël, plus d'1 million de gens, qui est maintenant montré du doigt. Les Arabes israéliens sont soupçonnés d'avoir choisi la cause palestinienne. Le ministre de l'Intérieur vient de proposer de retirer la nationalité israélienne aux Arabes israéliens soupçonnés de complicité avec les terroristes. Alors qu'à New York, on prépare les commémorations du 11 septembre, les professionnels du tourisme constatent une chute très sensible des réservations. C'est vrai dans l'hôtellerie, mais surtout dans le transport aérien. Alain Chalvon. Ground Zero est devenu le site le plus visité de New York. Les touristes viennent des 4 coins du monde pour voir ou entrevoir le trou béant où s'élevaient les 2 tours du World Trade Center. Des petits malins en profitent pour faire un commerce de souvenirs un peu morbide. Mais il est vrai que l'exemple vient d'en haut, puisque la ville de New York indique elle-même aux visiteurs le meilleur point de vue, Best View, sur le trou. Curieux, mais pas téméraires, ces touristes. S'ils se prestent aujourd'hui, ils devraient être beaucoup moins nombreux le 11 septembre même, pour le premier anniversaire des attentats. On y repense en plus le 11 septembre, donc c'était pile 1 an, donc peut-être que j'aurais un peu de mal à reprendre l'avion ce jour-là. Ouais. J'aimerais pas venir le 11 septembre ici, parce que ce serait un anniversaire morbide. De fait, l'aéroport Kennedy devrait ce jour-là connaître une activité ralentie. De nombreuses compagnies européennes ont d'ores et déjà annulé une bonne partie de leurs vols, jusqu'à 1/3 pour British Airways, 2 pour Air France. Il y a une très nette diminution ce jour-là. Nous avons enregistré beaucoup moins de réservations depuis plusieurs semaines. Les gens ne veulent pas voyager à une date aussi marquée que celle-là. Les hôtels sont vides pour ce jour-là. Un hôtel, par exemple, sur 193 chambres, en a 13 de réservés. On baisse les prix, mais les gens ne viennent pas. Les Européens surtout. En vérité, les autorités de New York n'essayent pas vraiment d'attirer les visiteurs pour le 11 septembre. Ce jour-là, les New-Yorkais ont envie de rester entre eux. En France, 48 heures après la dissolution au Conseil des ministres d'Unité radicale, la justice prend le relais. Fermeture du site internet du groupe d'extrême droite pour propagande antisémite. Gilles Marinet et Dominique Bonnet. Méprisable, odieux, antisémite.
Le tribunal de Paris n'a pas mâché ses mots ce matin pour qualifier les textes diffusés par Unité Radicale. Le groupuscule dispose de 2 jours pour fermer son site, une décision exemplaire, selon les parties civiles. On ne pourra plus trouver n'importe quoi sur Internet, ou alors si on trouve quelque chose, on a la possibilité beaucoup plus facilement de saisir la justice, d'intervenir et de faire cesser ces troubles. Mais Unité Radicale a trouvé, pense-t-elle, une parade en créant dès aujourd'hui un autre site qui permet de diffuser les mêmes idées sous un nom différent. Pour les juristes spécialisés, cette provocation pourrait se retourner contre ses auteurs, en incitant les tribunaux à durcir les peines encourues. Manifestement, c'est un site similaire ou presque une copie de ce site que l'on retrouve déjà aujourd'hui, dans lequel on vous dit que c'est bien la succession du précédent. Donc cette résistance va forcément obliger les partis, les magistrats ou autres à prendre des décisions complémentaires. Et je pense que c'est là qu'on va effectivement avoir des avancées dans le droit de l'Internet. Entre les formations extrémistes de droite et les partis civils, l'Union des étudiants juifs de France et l'association J'accuse, le bras de fer est donc loin d'être terminé. Ces groupuscules y ont déjà gagné une notoriété inespérée. Athlétisme avec la 3e journée des championnats d'Europe à Munich. Au début de ce journal, nous vous parlions de la victoire de Mehdi Bala. Confirmation de sa médaille d'or sur 1500 mètres après la photo finish pour 2 millièmes de seconde. Médaille d'or donc. Pour les autres Français, eh bien, Stéphane Diagana a remporté sa demi-finale du 400 mètres haies. Quant à la Française Muriel Urtis, elle a aussi terminé première de sa série. C'était en 200 mètres. Sandrine Papin. Concentré jusqu'au bout de l'effort. À 33 ans, Stéphane Diagana est en passe de montrer qu'il est toujours le meilleur du vieux continent. Sur le 400 mètres haies, sa spécialité, le Français est arrivé premier de sa demi-finale sans aucune difficulté. 49 secondes, 1 centième. À Munich, le recordman d'Europe n'a qu'une seule obsession, le titre. Un sacre qui lui fait défaut depuis 12 ans. Elle aussi ne court que pour ça. Muriel Urtis a franchi un premier palier en se qualifiant pour les demi-finales du 200 mètres. Après s'être élancée, la Guadeloupéenne ne s'est jamais fait rattraper. La favorite de l'épreuve réalise le meilleur temps des quarts de finale, 23 secondes et 3 centièmes. Urtis en est certaine, elle sera présente dans la dernière ligne droite. Je pense que la finale se courra vite. Dire que j'ai une marche, c'est pas facile. Non, je ne le dis pas. C'est vrai que je me méfie de tout le monde et je pense que demain ce sera autre chose. Sylviane Félix et Sabedia se sont également qualifiées pour les demi-finales du 200 mètres. Au total, ce sont donc 3 Françaises qui vont tenter de relever le défi. Jamais un athlète n'avait marché aussi vite. Robert Korzenowski a vite oublié qu'il a passé la ligne d'arrivée à bout de souffle. 50 km en 3 heures, 36 minutes, 39 secondes. Un exploit doublé d'un record. Le plus français des Polonais qui s'entraîne à Tourcoing réalise ainsi la meilleure performance de toute l'histoire de sa discipline. Chapeau. Voile, c'est le Benjamin de l'épreuve qui remporte la première étape de la solitaire du Figaro, joli soleil couchant. Antoine Coq, 23 ans et qui est encore étudiant, a été le plus rapide à rallier Boulogne-sur-Mer en France, à Crosshaven en Irlande. À noter que les 10 premiers se tiennent en une demi-heure après 4 jours de course. On a donc peu dormi à bord des voiliers et nombreux sont les marins qui signalaient au service médical avoir eu des hallucinations pendant la course. Un mot de football avec 3 éliminés de la Coupe Intertoto, mais sur tapis vert. Le club au bois a en effet aligné hier soir contre Villarreal un joueur non qualifié. L'UEFA a donc donné les Espagnols vainqueurs 3-0. Les Troyens ne disputeront donc pas la finale contre Malaga. Suite de notre série sur le conservatoire du littoral à Port-Vendre dans les Pyrénées-Orientales. Sur le site d'une ancienne usine Nobel d'explosifs, la nature reprendra bientôt ses droits. Seuls quelques bâtiments réhabilités témoigneront du passé industriel du lieu. Yann Jiquel et Christophe Vignal. Qu'est-ce que c'est? Une grenade. Une grenade. Et où est-ce que tu as trouvé ça, toi? Bon, elle était là-haut, dans une espèce d'usine. Tes parents savent que tu viens ici? Oui. Et ils t'ont jamais dit de faire attention? Non, ils nous laissent tranquilles. Si cette grenade ne présente plus aucun risque, l'ancienne usine Nobel, avec ses 90 bâtiments, n'en reste pas moins une aire de jeux interdite. Dans les années 70, on fabriquait ici 4000 tonnes de dynamite par an. Après plus d'un siècle d'exploitation, l'usine ferme. 20 ans après, vous ne trouverez pas un seul des anciens salariés pour vous certifier qu'il n'y a plus de danger.
Et bien voilà le résultat, vous voyez. Ils viennent, ils font du feu sans savoir ce qu'il y a dans le bois qui brûle. Supposez qu'il y a un résidu, ils se font péter la gueule. Un résidu de quoi? Un résidu de dynamite, il peut y avoir. Et un simple résidu comme ça peut... Évidemment. Évidemment, la dynamite, c'est pas du chocolat. Site de tous les dangers et de tous les enjeux. Les promoteurs auraient bien aimé ajouter à leur cassette ces 32 hectares de littoral. Du projet de 140 000 m² de marina, il ne reste que des odeurs de poudre politico-financières. Et le nouveau propriétaire n'a qu'une hâte, prendre son temps. On a un champ de contraintes très fort, au milieu duquel il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination pour rendre le site accessible au public en toute sécurité. Les collectivités locales, l'État et le conservatoire, de manière commune, se sont engagés vers un objectif de rendre un caractère naturel au site et de l'ouvrir au public en gardant une trace de la mémoire industrielle. Bientôt, ce panneau sera retiré. Ici, comme sur ces 420 autres sites, le travail de fond du conservatoire aura payé pour le plaisir de chacun d'entre nous. Un sujet rafraîchissant maintenant, direction la montagne et les neiges éternelles à Tignes, l'une des rares stations de sport d'hiver à ouvrir en été. 2500 personnes dévalent chaque jour le glacier. Laetitia Fouque et Blaise Grenier. A priori, toutes les vacances se ressemblent. Plage, bronzage, détente. Sauf qu'ici, le thermomètre affiche 0 degré et que la mer est de glace. J'arrive directement des Antilles pour passer quelques jours à la montagne. Enfin, ça me change parce que aux Antilles, comme il fait très chaud. Dès 7h15, 2500 skieurs se précipitent chaque jour jusqu'au glacier de la Grande Motte. Problème du sport d'hiver en plein été, c'est qu'il faut faire vite. À 13h, la neige devient de la soupe. Pas grave, ils sont très motivés. Les vacances d'été, c'est de la neige. L'air pur, une bonne température, une neige fantastique. Et le moniteur. Et un moniteur génial. Le moniteur, il était comment? Génial. Génial. Le moniteur était bien et il fait beaucoup. Un moniteur génial et du ski en toute sécurité. En été, presque plus qu'en hiver, il faut être vigilant. La chaleur multiplie les crevasses. Il nous arrive quand même de sortir des personnes de crevasses, surtout qui vont hors piste quand il neige, un peu comme aujourd'hui. Et autrement, même sur le glacier, bon, rarement sur la piste elle-même, mais toujours hors piste. Seulement 200 interventions pour les secouristes l'été, contre plus de 2000 durant l'hiver. Au premier rang des blessés, les surfeurs, toujours casse-cou. Ici, ils représentent 35% de la clientèle. Il faut dire que la station vient de leur offrir un snowpark à 320 000 €. Il y a un snowpark l'été, il y a un snowpark l'hiver. On a le plus beau snowpark d'Europe, il est reconnu comme tel. Ça correspond bien à notre positionnement de clientèle, une jeunesse active. Jeunesse active et plutôt dorée, car ici, entre mer et montagne, tout le monde n'a pas à choisir. On en profite, on passe par ici, on prend un peu de couleur. Comme ça, après sur la plage, on est tout bronzé, on est tout beau quoi. Voilà. Malgré les beaux jours, ici l'été reste la basse saison, à peine 20% de la fréquentation. Si vous êtes un client fidèle de votre marchand de journaux, il ne vous aura sans doute pas échappé que l'été, les magazines font leurs gros titres très nettement au-dessous de la ceinture. Et il n'y en a même que pour ça cette semaine, par exemple, à la une de VSD, du Point et de l'Express, pour ne citer que cela. Il faut dire qu'il y a de grosses ventes à la clé. Enquête très poussée. Amaury Guibert, Cyril Paquier. À croire que les Français ne pensent qu'à ça, comme une idée fixe dans la moiteur de l'été, quand les corps se découvrent, se libèrent. Un détour au kiosque suffit pour s'en convaincre. Au rayon magazine, le ton est, disons, très enlevé et tient en 4 lettres, S-E-X-E. Oui, le sexe fait la vie. Pour relaxer les gens, les détendre, alors ils parlent de sexe. Il y a des périodes, ouais, après les vacances, ce sera pour maigrir. Là, pour l'instant, c'est le sexe. C'est un argument qui fait vendre. Et les lecteurs semblent pris au piège. Ça m'arrive d'en dire, mais bon, c'est tous la même chose. C'est toujours comme ça l'été. Je sais pas quoi vous dire, c'est toujours les mêmes sujets qu'on retrouve tous les ans, donc à force on n'y fait plus attention. C'est vrai que les directeurs de journaux ont un réflexe facile, dira-t-on, celui de la légèreté ou même du racolage. On peut supposer qu'on va davantage vendre les adresses des meilleurs sexologues que les préparatifs d'une pseudo-guerre américano-irakienne. Ça peut se comprendre. D'où une impression de déjà-vu. Voici un petit échantillon des unes de l'été dernier. Les éditeurs ont de la suite dans les idées. À chaque fois, le même impératif, toucher les vacanciers, renouveler le lectorat, c'est le bon filon marketing.
Notre lectorat, il bouge, et que celui qui a lu le même sujet il y a 5 ans, c'est une nouvelle clientèle, si je puis dire, un nouveau lectorat qui lira le sujet que nous allons refaire à 5 ans ou à 2 ans ou à 1 an de distance. Mais il y a toujours des publics qui ne se sentiront pas concernés, c'est l'adage, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si ça plaît, il n'y a rien de tel. On est en démocratie, on est en liberté. Hein. On peut être campeur et aimer son confort et ne pas être même avare de luxe. C'est la nouvelle tendance et c'est sur cette tendance que surfent désormais certains campings. Illustration près d'Aigues-Mortes, camping de luxe, reportage Isabelle Quintard et Bruno Vignet. Bonjour le baptême. Première montée à cheval pour Emmanuel. Une sortie équestre aux portes de la Camargue, c'est l'une des activités phares du camping 4 étoiles que cette famille a choisi pour ses vacances. Un camping haut de gamme où tout est à proximité, comme par exemple une piscine de 1000 mètres carrés. On a un logement qui est très confortable, qui est presque plus confortable que ce que l'on peut trouver dans les vacances d'autres types, comme si on se trouvait dans un petit village de Provence. Sur la place du village, l'apéritif, c'est sacré. Ce mobil-home a coûté 700 € la semaine, une formule découverte il y a peu de temps par cette famille. L'animation, on est foutu. Ce qui nous retenait, je crois, c'était les infrastructures et puis l'hygiène. Donc en fait, on se retrouve quand même, on a un mobil-home, il y a une salle de bain, il y a des sanitaires, on fait sa vaisselle, je veux dire, en fait... Et pour le même prix, vous auriez un studio? Oui, mais on ne vit pas dehors. Voilà. Pour vivre dehors, mais vivre bien, il faut y mettre le prix. 15 € l'emplacement pour la nuit. C'est 10 à 20% plus cher que dans un camping classique. Les prix gonflent, les prestations aussi. Coiffeurs, médecins, épicerie, tout est à disposition. Le camping s'est modernisé, mais en France, son image reste, comment dire, un peu poussiéreuse. Aucun Français d'un certain niveau, ingénieur ou autre, rentrera de vacances en se vantant d'être allé en camping. Les étrangers ont une image différente. Pour un Allemand, un Néerlandais, on se vante d'être allé dans un camping parce qu'aller dans un camping, c'est jeune, c'est branché, c'est sportif, c'est plein air. Mais dans ce paradis artificiel, tout n'est pas forcément disponible. Cette jeune femme va accoucher et pour elle, luxe ou pas, il n'y a pas le choix. Il faut sortir du camping, direction la maternité. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas comment ça s'est passé. Les festivals de l'été avec Jazz in Marciac, la petite bourgade du Gers, est jusqu'au 15 août, la capitale du jazz. Les plus grandes pointures s'y donnent rendez-vous. Et il y a 2 jours, c'était Buddy Guy, le célèbre bluesman, ambiance Frédéric Bonnet. Voici un endroit isolé en plein Gers qui peut avoir le blues d'une tranquillité perdue. Tous les ans, jusqu'au 15 août, les fourmis attaquent. Marciac accueille des dizaines de milliers de visiteurs et amateurs de jazz. Parmi ceux-là, il y en a un qui se souvient. À côté de ma jeunesse, où Marciac était un désert pratiquement toute l'année, à part la fête locale. La fête locale, il y avait un peu d'animation. Mais c'est vrai qu'à part ça, il y avait peu de choses. Là, les 15 jours, ce n'est plus Marciac, c'est même plus la France. C'est le jazz. Et quel jazz! Comme le roi du blues, Buddy Guy, toutes les pointures de l'improvisation s'y donnent maintenant rendez-vous. Le jazz, avec ma culture paysanne, je ne le connaissais pas, mais je me rends compte que de toute façon, c'est quelque chose qui est extraordinaire. I got a job at a steel mill, and I'm chucking steel just like a slave. Le blues vient de conquérir le cœur de nos campagnes. Cela mérite sûrement qu'on s'en réjouisse. On était bien loin de penser que le jazz, un jour, on en tomberait amoureux
et qu'on se retrouverait à Marciac des milliers et des milliers de personnes dans la même communion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, puis le point route Yves Cara, 0h45, le dernier journal présenté par Ève Nettet. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Isabelle Massin, déléguée interministérielle à la sécurité routière. À 13h, le journal, Laurence Ostolaza. 20h, Françoise Laborde. Très bonne soirée sur France 2. On se quitte tout de suite avec ces images de Munich. 1500 mètres, messieurs, le Français Mehdi Bala a été sacré champion d'Europe. La Marseillaise retentit en ce moment même en direct dans le stade olympique de Munich pour Mehdi Bala. Bonsoir, à lundi.